Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 18 février 2022 et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, voire le plus important de tout le trading, c'est le fitting. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est. Et si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que déjà, vous savez un peu ce que c'est. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez bien fait de venir dans cette vidéo car vous allez apprendre beaucoup de choses. Le fitting est étroitement lié au design de votre stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est que le fitting déjà? Alors, cette présentation, au départ, je l'ai faite en anglais, parce que la plupart des bouquins qui parlent de ça sont en anglais. Donc là, le cours, il repose sur un livre de Robert Carver, qui est une référence en la matière, et qui explique un peu les dangers du mauvais fitting. Ok. Le fitting, c'est le choix, la sélection de vos stratégies. C'est comment vous choisissez des bonnes stratégies, des mauvaises. L'overfitting, c'est choisir des stratégies qui s'accordent très bien avec une certaine période du passé, qui s'accordent même trop bien, tellement bien que, finalement, dans une période future, elles sont incapables de faire du profit. C'est-à-dire que si vous fitez vos stratégies sur des périodes qui ne sont pas représentatives de tout le passé, ou d'une grande période du passé, alors vous avez de fortes chances d'être overfité. Je vous prends un exemple pour vous faire comprendre. En 2001, le 11 septembre, il y a eu un crack. OK. Imaginez que vous commencez à fitter votre stratégie à partir de je sais pas, ouais, à partir du 11 septembre 2001. Bon, bah, vous êtes d'accord qu'à l'intérieur de cette période, vous allez avoir un événement majeur. Imaginez que votre fitting il dure pendant 6 mois. Bah, cet événement majeur va avoir des conséquences importantes sur votre période de 6 mois. Donc, elle va un peu déséquilibrer. Et vice-versa, si vous faites un fitting du 1er janvier au 1er septembre 2001, sur cette période de 9 mois, bah, vous n'aurez pas l'événement majeur de l'année 2001. Voilà. Et en fait, en ne mettant pas ces périodes un peu extrêmes, votre échantillon va manquer d'éléments de la réalité. C'est pour ça que d'une manière générale, pour bien fitter une stratégie, il faut avoir une très longue période. OK. Les questions que vous devez vous poser, c'est quand est-ce que je rentre dans un trend? Quand est-ce que je prends position? Quand est-ce que je sors de ma position? Est-ce que je vais mettre un stop loss? Si oui, à quel niveau? Comment vous déterminez les configurations de marché? Est-ce que vous savez dire quand est-ce que vous êtes dans un trend haussier, un trend baissier ou un range? Okay. Est-ce que vous arrivez à dire si un trend il est fort ou weak, faible? Si vous devez rentrer dans un trend, avec combien de lots? OK. Donc ça, soit vous allez trader manuellement, votre stratégie elle est manuelle, c'est les staunch traders, soit elle va être algorithmique. Vous allez coder un algorithme. Mais dans les deux cas, c'est pareil.
Donc, très souvent, les quants dans les grandes banques, dans les grands fonds, ils ont des équipes de quants donc, qui sont chargées de faire ça. Ils établissent des modèles, donc des stratégies, avec des variations, et ils les fit en évitant l'overfitting. Alors, dans les grandes banques, en général, ils évitent l'overfitting, mais parfois, il peut arriver que, au cours des recherches, on se rend compte que la stratégie, elle est overfitée. Voilà. Maintenant, cette phase introductive a un peu fait le point sur les problématiques. Vous avez donc maintenant la responsabilité de choisir une bonne stratégie de trading. Et bien sûr, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qu'une bonne stratégie? Si j'ai 10 stratégies, comment je peux dire laquelle est la meilleure? Alors, vous allez dire, ouais, c'est celle qui a le meilleur rendement risque. On va choisir celle qui a le meilleur Sharpe ratio. Votre critère, ça va être la performance, tout simplement, en pourcentage par rapport au benchmark, le PNL à la fin de la période d'évaluation. Et ça, c'est l'approche de ce qu'on appelle le data first. Data first strategy. C'est des stratégies qui sont basées sur les données, d'abord, la data. OK? Et le problème du data first, c'est que vous utilisez les données passées, parce que vous n'avez que celles-là. Vous allez donc établir des stratégies sur la base du passé, avec comme hypothèse fondamentale que ce que vous voyez dans le passé va se reproduire dans le futur. Ça, c'est une vue étriquée. Vous avez un deuxième type de stratégie qui sont les ideas first. Les stratégies basées sur des idées simples. Okay. En général, ces stratégies sont mieux designées, sont mieux conçues. Vous allez les évaluer à travers différents prismes. La performance, les rendements, le comportement en fonction de différents scénarios, la vitesse de trading, c'est-à-dire le nombre de trades que vous passez, la corrélation, voilà. Et vous avez en général beaucoup de sources d'informations, plusieurs sources d'informations. Vous n'avez pas que les données. Vous avez par exemple le bon sens, ou alors des principes théoriques, comme l'auction theory, la théorie des enchères, ou le mean reversion, la théorie du retour à la moyenne. Vous pouvez aussi utiliser des fake data. Qu'est-ce que c'est que des fake data? Des fake data, c'est des données qui sont générées aléatoirement. Vous pouvez, dans Excel ou avec n'importe quel langage de programmation, lancer au hasard une série de valeurs, une série de valeurs, oui, dont la moyenne est celle que vous voulez et dont l'écart type est celui que vous voulez. Okay, donc, en fait, vous pouvez lancer, par exemple, une gaussienne avec une moyenne et un écart type donné. Et donc, Excel va vous générer des données aléatoires qui, en moyenne, quand vous avez un nombre suffisamment grand, d'après la loi des grands nombres, va vous donner une moyenne de temps et un écart type de temps. OK? Et votre fitting, en général, pour ce genre de stratégie, il est minimal. C'est les stratégies qui demandent le moins de fitting. OK, donc quand vous établissez une stratégie ou quand vous choisissez une stratégie, préférez celles qui sont basées sur les idées, qui ont plusieurs sources de mesure de la performance, qui ont plusieurs sources d'informations, pas que les données historiques. OK? Pour créer une stratégie, vous avez 6 étapes.
Déjà, il vous faut un framework, c'est-à-dire un trading plan qui impose certaines conditions. Le maximum loss per day, la perte maximum par trade, votre capital, les tailles de position, la stratégie de take profit, quand est-ce que vous ajoutez à votre position, quand est-ce que vous sortez de manière catastrophique, bref, un framework. La deuxième chose, c'est que vous devez apporter des idées. Je vous en donne une très simple. Par exemple, vous vous dites, quand il y a un grand mouvement, une grosse bougie rouge, par exemple, très souvent, il y en a une deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui ont raté la première, parce qu'elle est subite, elle était trop rapide. Et donc, vous avez forcément mentalement l'envie de profiter de cette baisse. Et donc, vous allez avoir toute une série de vendeurs qui vont se mettre à la vente en pensant que ça va recommencer. Parce qu'ils vont vouloir absolument être dans le mouvement. Ils vont se mettre en fait dans le trend following. Et donc, vous avez très souvent une deuxième bougie rouge. Je parle à une échelle donnée, de time frame. Ça, c'est des idées simples. Une autre idée simple, quand le marché a eu un mouvement climax, ce n'est pas supportable. Le niveau d'accélération du marché est tellement fort qu'il n'est pas supportable, donc vous pouvez vous mettre contrarian. Parce que là-haut, vous allez trouver des vendeurs. OK. La troisième étape, c'est... Alors, vous n'allez pas le faire. D'accord? Mais vous pouvez utiliser des variables, des données aléatoires. OK? Et ces données aléatoires vont permettre de fitter votre algo. Là, c'est plus sur... cette vidéo, c'est plus sur les algos, mais ça peut servir aussi pour les traders manuels, bien sûr. C'est pour les deux. Quand vous utilisez des fake data pour fitter les algos, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez un algo sur les marchés actions. Les marchés actions, globalement, ils sont haussiers sur le long terme. Donc, si vous voulez fitter une stratégie sur les marchés actions, vous allez d'abord vous créer une distribution normale avec la moyenne qui est de 5-7% sur les marchés actions sur une très longue période et un écart type de 7% pour la volatilité moyenne des marchés actions. Et en utilisant ces fake data, vous êtes sûr et certain d'avoir quelque chose d'aléatoire. Et donc, qu'il ne va pas y avoir de biais. C'est important. Donc, votre stratégie va être fittée correctement. La cinquième étape, c'est d'utiliser des données historiques, la réalité, pour voir un peu comment réagit la stratégie à différentes périodes. Là, vous allez avoir des périodes de croissance, des périodes de range, des périodes de crise, comme le Covid, par exemple. Et donc là, vous allez, grâce aux données réelles historiques, voir l'attitude de votre stratégie dans un contexte, une configuration de données. Très importante. Mais vous êtes bien d'accord, pour faire du distinguo, il faut d'abord vous ayez des fake data, c'est-à-dire des variables aléatoires propres pour pouvoir faire la comparaison. OK? Et vous allez fitter l'allocation en utilisant des données réelles historiques, mais en faisant de l'optimisation robuste. Et on va voir ce que c'est. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez des scientifiques, ils arrivent et puis ils vont vouloir, par exemple, mettre en place une stratégie sur le croisement des moyennes mobiles. Et ils vont se demander, ah oui, non, je vais vous prendre un cas concret. Quelqu'un qui est venu me contacter, il m'a dit, nous, on veut mettre en place une stratégie en prenant tous les indicateurs du marché. RSI, MACD, les bandes de Bollinger, etc. Et quand tous s'accordent pour dire qu'il va y avoir un mouvement haussier, qu'il faut prendre un long ou un short, je crois que c'était le critère, c'était
90% des indicateurs étaient en harmonie. Alors, on prend la position. C'était pas mal. OK? Mais à chaque fois, il faut comprendre un truc, c'est à chaque fois que vous introduisez un indicateur, vous introduisez une possibilité de biais, possibilité d'overfitting sur un indicateur. Alors, imaginez quand vous en mettez 100. OK? Donc, plus il y a d'indicateurs et plus vous avez des chances d'être biaisé. C'est une approche très dangereuse. La plupart des bonnes stratégies, enfin les bonnes stratégies, je vous le dis, sont structurées autour de règles très simples. Une seule règle, trading rule. Alors dans mon slide de trading rules, c'est synonyme de stratégie, mais en fait, dans votre stratégie, il y a des trading rules. Okay. Par exemple, si vous avez une stratégie de trend following, vous pouvez avoir différentes variations selon les configurations. Vous avez des trading rules différentes dans votre stratégie. Ce qui vous fait en fait une multitude de petites stratégies, de sous-stratégies. C'est souvent comme ça que font les grands groupes. Hein. Les grandes institutions ont des grands groupes de stratégies, et à l'intérieur, ils ont des variations ou différentes sous-stratégies, qu'ils appellent des modèles d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça se fait. OK. OK, on va voir maintenant un peu les dangers quand on fait du fitting, de stratégie. Okay, donc là, on prend l'exemple de la livre sterling contre US dollar. On a un taux de variation ici, dans le graphique. Je vais plutôt faire ça. Voilà. Alors, on voit mieux, pardon. Et quand vous avez une stratégie de type ID first, donc vous avez une idée. Donc, un exemple d'ID first, c'est la mean reversion strategy. Okay. Donc, la règle est simple. Vous achetez de la livre sterling. Si le taux de change il est 5% inférieur à sa moyenne annuelle de la dernière année glissante, et vous vendez quand c'est au-dessus. En gros, ici, vous achetez sous la ligne jaune, et là, vous vendez. Bon, ça a du sens. Hein. Ensuite, vous dites, OK, je vais faire du backtesting. Si je me rends compte que ça marche, on crée du PNL, alors je procède à la calibration en examinant des variations. Alors, les variations, c'est simple. Hein, c'est est-ce que si je prends 3% au lieu de 5% comme seuil, est-ce que j'ai un meilleur résultat? Oui, c'est très simple. Hein. Est-ce que quand je prends 3,1%, c'est meilleur que 3%? Voilà, vous allez donc avoir des variations de stratégie et donc vous allez choisir la meilleure variation. Et parfois, pour une variation donnée, elle va être meilleure en trend following. Enfin, pendant les périodes de crise, parce que c'est un range. Oui, alors vous pouvez mettre en place cette stratégie et vous vous rendrez compte qu'elle n'est que valable pendant les ranges. OK. Maintenant, la différence entre les ID first et data first. En fait, quand vous avez des stratégies basées sur des idées, vous avez tendance à en faire des tonnes. Parce que des idées, vous pouvez en avoir plein. Et en réalité, vous allez tellement en mettre qu'à la fin, vous allez dire, je vais choisir la meilleure. La meilleure, par exemple, sur les 50 qui fonctionnent. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Parce que si vous avez fait un mauvais travail de fitting, par exemple overfitting sur les 50 variations, vous pourrez choisir la meilleure. Hein, elles étaient toutes mal calibrées. Donc vous allez avoir la meilleure des mal calibrées. Ça n'a absolument aucun intérêt. Celles qui reposent sur des données, sur des datas, c'est encore pire parce qu'en fait, vous acceptez trop de degrés de liberté. OK.
pouvez par exemple dire, moi, je vais regarder les stratégies dont le croisement de moyenne mobile fait ça, plus le RSI qui fait ça, et plus le... Voilà, donc vous allez avoir des degrés de liberté trop élevés. OK. Puis après, vous allez dire, par exemple, oui, mais si je prends un RSI à 80% plutôt que 75, et si je prends le croisement de moyenne mobile de 29 et 13 plutôt que 22 et 12, donc là, vous allez avoir des degrés de liberté trop importants. Donc, la morale de l'histoire, c'est faites très attention quand quelqu'un vous présente un backtesting. N'acceptez pas aveuglément la performance qu'il vous affiche sans comprendre vraiment comment il a fait. Donc, malheureusement, quand vous interrogez la plupart des traders retail, notamment, qui vous donnent des stratégies avec un backtest super bon, qui après vous vendent des bots pour investir dedans, franchement, alerte rouge. La remarque est bonne, hein. Au final, on risque de tester que des stratégies que l'on sait qu'elles vont marcher, qu'on sait qu'elles vont marcher. Oui, on va avoir tendance à prendre des stratégies qui marchent sur les périodes dans lesquelles on regarde au moment où on les crée. Ça s'appelle de l'implicit overfitting. OK? Donc, par exemple, si vous êtes en trend following et vous dites, tiens, c'est marrant, la moyenne mobile, elle marche vachement bien quand ça se croise, quand la courte croise la longue. Purée, j'ai un super indicateur. Oui, vous l'avez regardé dans une période de trend. Donc forcément, le croisement de moyenne mobile fonctionne. Et là, vous allez dire, ouais, je prends cette stratégie, puis je l'applique. Et puis, vous allez l'appliquer dans un range, et puis vous allez perdre tout votre portefeuille. Alors, maintenant, on va voir plus en détail les différentes erreurs. La plus fréquente, c'est celle-ci. C'est que, en fait, les personnes qui font du fitting en général, elles pensent qu'elles sont dans une machine à remonter le temps. C'est-à-dire, vous utilisez la même période pour fitter votre stratégie et pour la tester. Okay, donc là, on va prendre un exemple sur la figure 7. On montre 11 manières de fitter la stratégie. La première ligne, par exemple, c'est celle-ci. Hein. Elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous avez utilisé 10 années pour fitter votre modèle et vous la testez uniquement dans les années 90, dans l'année 1990. Okay, là, vous allez fitter sur les 10 ans, mais vous allez la tester sur 91, etc., 92, 93. En réalité, la performance de ce backtest va être excellente, incroyable. Sauf que quand vous testez votre stratégie dans les années 90, pour l'année 90, quand vous faites le test, vous dites, tiens, est-ce que ma stratégie a marché? Vous avez déjà intégré dans votre modèle 10 ans dans le futur, 10 ans après. En 1990, vous n'aviez pas l'information des données jusqu'en 2000. Donc, en fait, vous faites comme si vous les aviez à ce moment. Okay, vous fitez sur 10 ans et puis vous testez sur l'année 1990. C'est comme si vous connaissiez déjà le futur. Voilà, vous comprenez, en 1991, ça sera pareil, sauf qu'effectivement, vous allez intégrer du futur plus court, enfin moins long, 9 ans de futur, là, vous allez intégrer 8 ans de futur, etc. Donc, en fait, celle qui va vous donner le résultat le plus probant, ça va être celle-là. Donc, ça, c'est trop optimiste comme backtesting et c'est très dangereux en backtesting. En fait, là, il y a écrit very dangerous, mais en fait, c'est fatal, ça va vous être fatal. N'utilisez pas une stratégie qui fait du backtesting comme ça. Pourtant, vous voyez, de prime abord, ça paraît intuitivement bon. Alors, ensuite, on va voir maintenant le sample backtesting.
On va donc avoir ce dont on a parlé tout à l'heure, les variations de la stratégie. Là, Robert Carver, il regarde entre 1990 et 1994. Okay. Et il va utiliser ce fitting-là, cette période de fitting, pour déterminer laquelle est la meilleure des variations. Il va la tester sur la période de 1995 à 2000. OK? Problème. En faisant ça, en réalité, on va gaspiller la moitié des données dont on dispose. Alors que, je vous rappelle, je ne sais pas si on l'a dit, je ne pense pas, le plus important dans le backtesting, c'est la durée de votre échantillon pour fitter. OK? Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait. On utilise de l'année 1990 à 1994 pour fitter. Et on teste l'année 95 pour la première phase, l'année 96, l'année 97, etc. OK. Sauf qu'en faisant ça, vous ne pourrez jamais savoir s'il y a eu un changement de structure de marché entre cette période et cette période. Si, par exemple, il y a eu un changement radical, une crise, à ce moment-là du temps, et là, le marché, il n'est pas du tout pareil qu'ici. Après les attentats de 2001, vous imaginez bien que les 5 années suivantes ont changé structurellement les marchés. Donc, vous allez fitter un modèle dans une structure de marché qui n'est plus du tout celle que vous allez le tester. Ok, donc là, on parle de 2 alternatives, je peux en parler, hein, vous pouvez lire. Alors, il y a d'autres manières de fitter et de tester. Donc là, je vous présente 2 manières. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Que je regarde. Vous fittez pendant 1 an dans le passé et vous testez l'année suivante. Et le reste, vous n'utilisez pas. Ensuite, vous fittez pendant 2 ans et vous testez l'année suivante. Donc là, c'est plutôt pas mal. On ne triche pas parce qu'on fit sur des périodes passées par rapport à votre test. Vous voyez, vous testez après la période de votre fitting. Donc ça veut dire que vous n'avez pas intégré d'informations futures dans votre fitting. Vous avez calibré votre modèle sur une période passée et ensuite vous avez fait un test après. Donc c'est comme si vous étiez dans l'année 1990 et que vous vous demandiez comment va réagir ma stratégie en 1991, année qu'on ne connaît pas. Okay. Donc ça, c'est pas mal. On ne triche pas, on ne teste que sur des données futures et on fit que sur des données passées. Mais en faisant ça, vous ne prenez pas en compte, par exemple, un taux d'inflation qui change au cours du temps. OK? Après, vous avez le rolling out of sample. OK. Vous voyez par rapport à ça, alors je vais essayer de vous l'expliquer en synthétisant, c'est que votre période de test, votre période de fitting est plus proche de votre période de test à chaque fois. Vous voyez, donc, votre fitting, il prend en compte un passé récent par rapport à ça. Là, vous prenez
beaucoup trop de passé, parce que peut-être il y a des changements de structure. Du coup, la période récente, elle est un peu noyée dans la période un peu plus lointaine dans le passé. Et finalement votre période globale, elle reflète moins un peu ce qui va arriver. Là, vous comprenez bien que si, par exemple, vous intégrez ici les attentats du 11 septembre, dans cette période-là, le 11 septembre, il va être non significatif. Par contre, ici, comme votre période est plus courte, le 11 septembre va être prédominant et donc refléter un peu plus votre phase de test, qui va déjà intégrer un peu du 11 septembre, sans l'avoir forcément glissé. Donc, en faisant glisser comme ça vos périodes de fitting vers la période la plus récente avant votre test, eh bien, vous allez refléter un peu mieux l'état actuel de la structure du marché. C'est ce que j'explique ici, la figure 10. On élimine un passé qui est un peu trop lointain, qui diluerait un petit peu ce qui s'est passé récemment. Mais pour faire ça, il faut beaucoup d'historique. OK ? Donc là, pour que ça ce soit valide, il faut que votre période soit suffisamment courte pour prendre en compte des événements récents, mais suffisamment longue pour qu'elle soit significativement, statistiquement significative. Alors, vous voyez la différence entre les deux, c'est très intéressant. Alors, on va prendre un exemple maintenant de mauvais fitting, concrètement. On a un système qu'on appelle Early Loss Taker. Ce sont des personnes qui, quand ils traînent, ils coupent vite leur position. Donc des stop loss très serrés. OK ? Donc là, voilà, on fait un AB système. On fait varier des stop loss de 1 à 10, 1 à 10 ticks par exemple. Par contre, le profit target, c'est une fois le stop loss, 1,5 fois le stop loss. Voilà, donc le risk reward augmente. Enfin, diminue. On est plus dans des stratégies de swing trading, c'est-à-dire que vous gagnez plus en moyenne que vous ne perdez. OK, donc on fait un fitting de cette stratégie avec 90 variations. Là, on backtest et on regarde la performance de chacune des stratégies pendant un an avec des données journalières. Et on regarde le meilleur Sharpe ratio sur la période. Et ensuite, on teste la stratégie sur les 12 mois suivants. Voilà, et on peut faire par exemple un rolling window, comme on l'a vu juste précédemment. Donc, c'est ici, là, ça. Et on regarde les profits. Question. Laquelle des alternatives des trois suivantes vous allez préférer? 1, on prend la meilleure des variations. Voilà, donc ça, par exemple, ce que je vous ai dit là, on va le faire annuellement, c'est-à-dire on va faire 11 fois ce test-là. Donc un coup, on va tester sur cette période, un coup à 20. En fait, on va faire exactement ça avec ces stratégies. C'est répété annuellement. Donc, tous les ans, on fait glisser la période de fitting et de test d'un an. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est un bon fitting. Et donc, là, il vous propose, vous prenez la meilleure des variations. Donc, chaque année, vous reproduisez, vous faites le test. Voilà. Et chaque année, vous prenez la meilleure. Donc, si par exemple l'année 2, elle est meilleure que la mienne, vous la prenez.
Si l'année 4 est meilleure que l'année 3, vous prenez l'année 4. Si l'année 5 n'est pas meilleure que l'année 4, vous laissez couler. Et après, vous allez jusqu'à l'année 6. Si elle est meilleure que l'année 4, vous prenez l'année 6. Voilà. Deuxième possibilité, vous prenez la variation aléatoire. Voilà, vous prenez une variation au hasard. Donc, chaque année de notre rolling window fitting, on choisit une variation au hasard. OK? On reproduit cette expérience, ce tirage aléatoire des variations, n fois, et on prend la moyenne. OK? Donc ça, c'est une autre alternative. On ne prend pas la meilleure, mais on en prend au hasard et on prend la moyenne de celle qu'on a tirée au hasard. Et enfin, en troisième, on vous propose de garder toutes les variations. On garde toutes les variations, les 90 variations qu'on a fitées et testées, et on utilise une moyenne pondérée, d'accord, de leur réalisation. Donc, par exemple, si la variation 89 a fait un meilleur résultat, ben, on va la pondérer de manière à ce que ça reflète ce résultat. Quand je parle de résultat, c'est tout simplement le PNL que la variation vous a donné sur la période. Alors voilà, là, on présente des chiffres qui sont vrais. Ça, c'est des études qui ont été faites sur beaucoup d'instruments et on sait que c'est vrai. OK? Alors, si on prend le premier cas, c'est-à-dire si on prend la meilleure variation chaque 1er janvier. Chaque 1er janvier, on dit quelle a été la meilleure variation de l'année précédente. Voilà. Et vous reproduisez ça chaque année. Là, vous allez obtenir un Sharpe ratio de 0,07. Pas terrible. Deuxième cas, on prend des variations au hasard. Donc, tous les 1er janvier, on prend une variation au hasard. Okay. On calcule une performance. Ensuite, on prend une nouvelle variation au hasard. On calcule la performance, etc., etc. Ensuite, on fait la moyenne des performances n fois. En faisant ça, sur n fois l'expérience, on obtient un Sharpe ratio de 0,2. Par contre, voilà, là, vous avez la réponse. Si on prend toutes les variations, on obtiendra une meilleure performance en les pondérant par leur performance. Donc, plus elles sont performances, plus on va leur donner de points. Mais en les prenant toutes, on a un meilleur résultat qu'en en choisissant, en éliminant. Voilà, c'est intéressant ça, oui. Explication. En choisissant une seule variation, comme dans le premier cas, on sombre dans un biais cognitif qui est l'excès de confiance. Voilà. Pourquoi cette seule variation serait la meilleure dans le futur? Pas parce qu'elle a été la meilleure dans le passé qu'elle va être la meilleure dans le futur. On n'a jamais vraiment de preuve qu'une stratégie, qu'une règle, est toujours meilleure qu'une autre. Elle peut être meilleure qu'une autre dans un certain contexte. OK? Et enfin, comme on a fait un fitting sur une année, sachez qu'une année, c'est absolument insuffisant pour décider d'une relative performance de vos stratégies. On ne peut pas faire ça sur un an. C'est trop court comme période. Donc là, vous avez l'explication. Donc, comme la période est trop courte, la meilleure estimation, le meilleur résultat, ça va être en prenant un maximum de données, donc un maximum de variations. Vous allez mieux représenter votre échantillon de l'année.
plutôt que de choisir quelques valeurs. Quelle qu'elle soit la meilleure, que vous fassiez une moyenne sur N tirages, etc. Non, en fait, il faut prendre toutes les variations calculées. Il faut de la data. Il faut des quantités de data importantes. Ok, j'arrêterai ça là, cette première partie.